désirés, c'est 2,3. Et le nombre d'enfants réels, c'est 1,7. Donc en fait, c'est une mesure démocratique que de permettre à ce 0,6 qui manque d'exister. À l'heure où la natalité redevient un enjeu central pour notre nation, aucun salarié ne devrait avoir à choisir entre construire un projet familial et mener une carrière professionnelle. Après l'allongement du congé paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie. La France connaît un hiver démographique, c'est vrai. Les Françaises et les Français doutent de leurs institutions, et pourtant, c'est souvent lorsque la France semble toucher le fond au cours de son histoire qu'elle se relève soudain et surprend de nouveau l'Europe et le monde. Bonjour à tous. Cet hiver démographique, c'est une bascule historique. En 2025, le nombre de naissances en France était le plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour la première fois, notre solde naturel est négatif avec plus de décès que de naissances. En 15 ans, la France qui est passée de 830 000 naissances à 650 000, une évolution qui touche tous les pays occidentaux et que la France a connue avec un peu de retard. Pendant longtemps, notre pays était fier de son taux de fécondité élevé, mais cette période semble désormais derrière nous. Avec ce nouveau numéro de Dialogue Citoyen, 5 Français et Françaises vont témoigner des raisons qui les ont poussés à ne pas faire d'enfants, à retarder un projet ou au contraire ceux qui rêvent de fonder une famille nombreuse. Bonjour à tous les 5, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Avec vous, nous allons faire un tour de France et à travers vos témoignages, essayer de comprendre les raisons de cette baisse de la natalité, aussi essayer de comprendre les enjeux de cette baisse démographique ainsi que les solutions pour la surmonter. Pour commencer, nous allons à Dijon à la rencontre de Laura Meyer. Bonjour Laura, vous avez 32 ans, vous faites partie de ces femmes qui assument de ne pas avoir envie d'enfants. Vous nous l'avez dit en préparant cette émission, votre bonheur ne passe pas par la maternité, c'est bien ça Laura ? C'est ça, oui. Quand j'étais plus jeune, je me posais pas vraiment la question de est-ce que j'avais envie d'avoir des enfants. Pour moi, c'était tout à fait naturel qu'un foyer fasse des enfants et je me posais pas la question. Et un jour, une médecin que j'ai vue pour des raisons tout autres a noté dans mon dossier que j'avais un fort désir d'enfant parce que je ne prenais pas de contraception hormonale. Et donc là, ça m'a fait vraiment me poser la question de non, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Tout comme je sais que je n'ai pas envie d'être banquière, par exemple, eh ben, je n'ai pas envie d'avoir d'enfant. Et donc c'est quelque chose qui est tout aussi naturel pour moi. Voilà. Oui, ce n'est pas une raison qui définit la féminité, la maternité ne définit pas la féminité, vous le dites aussi très clairement. Non, tout à fait. Je me sens tout à fait femme et accomplie sans avoir eu des enfants dans ma vie et je ne compte pas en avoir puisque il y a maintenant 6 ans, j'ai pu bénéficier d'une stérilisation volontaire. C'est ça. Donc pour vous, c'est un non catégorique et vous avez donc eu recours à une démarche médicale définitive. Et ça a été un peu un parcours du combattant. Mes proches, au tout début de mes démarches, ont vraiment pas compris. Je me suis même fait traiter de folle par mon compagnon de l'époque parce que je passais vraiment tout mon temps libre à chercher un médecin qui allait accepter de me stériliser. Et il a fallu que je tombe enfin sur un groupe sur Facebook qui répertoriait en fait tous les gynécologues qui acceptaient de le faire, et notamment des gynécologues qui acceptaient de le faire sur une femme jeune et sans enfant, ce qui était vraiment quelque chose de très compliqué à l'époque. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui, mais il y a 5 ans, c'était vraiment différent. Et alors Laura, en dehors de la motivation personnelle et intime, est-ce que vous diriez que l'état du monde a joué aussi dans votre prise de décision ? Alors, pour moi, non, mais je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est quelque chose d'important et ça les a vraiment motivés dans leur choix final. Pour moi, non, c'est vraiment pas quelque chose qui compte. Même si, bien sûr, l'état du monde est dramatique. Actuellement, on s'en rend bien compte avec toutes les guerres qui débutent. Mais non, pour moi, ça n'a pas été déterminant. Et dans votre entourage, comment est-ce qu'on a réagi à votre décision ? Est-ce que votre position a été facile à tenir ? Oui, c'est très facile à tenir. J'ai vraiment su m'entourer au fil des années de personnes qui comprennent vraiment mon choix, qui me soutiennent.
Et du coup, je peux parler ouvertement de ce que j'ai fait. Du coup, il y a aussi de nombreuses personnes qui sont venues me voir pour me demander des conseils, pour également se faire stériliser à leur tour. Récemment, j'ai des personnes même qui sont venues me voir, ça faisait des années que je leur avais pas parlé, et qui m'ont dit Laura, félicitations pour d'en parler aussi ouvertement, et sache que moi aussi, j'ai pu faire une vasectomie, puisque c'était un monsieur à ce moment-là. Et du coup, je suis plutôt fière d'avoir pu en parler, d'avoir ouvert la parole en fait à toutes les personnes qui sont plus ou moins en contact avec moi, et d'avoir ouvert cette fenêtre et cette possibilité qui peut-être pour beaucoup de gens qui se posent pas de questions, mais en fait ça existe et c'est possible. Eh bien, en tout cas, merci pour votre témoignage. Restez avec nous, Laura. On va faire réagir en plateau 3 sénateurs et sénatrices. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Vous allez comme ça pouvoir dialoguer tout au long de cette émission avec nos témoins. Avec nous, Olivier Paccaud. Vous êtes sénateur LR de l'Oise. Également avec nous, Anne Souiris. Vous êtes sénatrice écologiste de Paris. Et enfin, Martin Lévrier. Vous êtes sénateur RDPI. C'est le groupe des macronistes au Sénat. Vous êtes élu des Yvelines. Olivier Paccaud, une réaction à ce premier témoignage très fort. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Laura qui est avec nous? D'abord, bonjour Laura. J'aurais envie de lui dire qu'elle est très convaincue dans ce qu'elle ressent. J'espère pour elle qu'elle ne changera pas d'avis. Parce que là, elle a brûlé ses vaisseaux pour la maternité. Bon, chacun a son appréciation. Si elle n'a pas envie d'avoir d'enfant, vaut mieux pas qu'elle en ait, parce qu'une maternité non souhaitée n'aboutit pas forcément à une maternité heureuse, et pour la maman et pour les enfants. Maintenant, on sait que dans des parcours de vie, on peut avoir des évolutions de pensée, et peut-être qu'aujourd'hui ou hier, elle ne voulait pas d'enfant, peut-être que dans quelques années, elle changera d'avis et qu'elle regrettera son choix, mais je ne suis pas là pour le juger. Martin Lévrier, il y a un courant comme ça d'une génération, on l'a appelé parfois no future. Est-ce que on la quantifie, elle existe? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne sais pas si on la quantifie, je pense que ça a toujours existé, et c'est ainsi. Le choix d'enfant est avant tout et au départ un choix plutôt personnel, ou au moins à deux. Donc, d'abord, bonjour Laura, excusez-moi parce que je ne vous ai pas salué. Moi, ce qui m'intéresserait, si vous me permettez, c'est de vous poser une question. C'est aujourd'hui, il y a quand même des moyens de contraception assez développés et plutôt sûrs. Qu'est-ce qui fait que vous avez pris cette décision, qui effectivement est une décision forte, très forte? En fait, à peu près tous les moyens de contraception sont hormonaux et provoquent des complications pour les femmes dans leur quotidien. Et je subissais de plein fouet, à une époque où je prenais la pilule, les effets secondaires, et c'était vraiment très très désagréable. Du coup, ça me paraissait tout évident, en fait, vu que mon choix était de toute façon établi, il n'y avait pas de raison de continuer à me casser la tête, à prendre la pilule à heure fixe, ou à avoir des douleurs parce qu'un stérilet m'aurait fait mal, ou je ne sais quoi. C'était tout trouvé. Anne Souiris, une réaction à ce témoignage, on ne vous a pas encore entendu. C'est aussi de dire que la maternité ne définit pas la femme, qu'on peut s'émanciper sans avoir d'enfant. C'est aussi, ça peut être quelque chose de très sain. Bah, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'on puisse être dans un pays, une civilisation et une époque où on peut faire ça, on peut avoir ce choix. Qu'on puisse être défini par ses choix et pas par des obligations et pas par des maternités non voulues. On sait ce que ça signifie, la maternité non voulue. Et puis aussi, d'un point de vue féministe, c'est important de se dire qu'on a ce choix-là. Jusqu'à présent, c'était les hommes qui les avaient, en fuyant la maternité, on peut dire, d'une manière ou d'une autre. Et voilà. Et là, y compris dans un contexte de baisse de la natalité, ça ne se pose pas? Je pense que ça n'est pour le coup, je pense que c'est une bonne nouvelle de pouvoir avoir ce choix et qu'il est prééminent par rapport à la baisse de natalité. Je pense que la baisse de natalité, il y a 2 bonnes nouvelles et 2 mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que le point de vue des femmes et de la liberté, de la civilisation, on a fait un pas en avant, parce que ça permet le fait d'avoir ce choix-là, évidemment. Ça veut dire qu'il y a moins de natalité, mais c'est aussi une évolution saine. Et puis aussi d'un point de vue écologiste, parce que le fait qu'on ait des ressources limitées, eh bien, est un facteur
problématique. Donc c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas forcément une natalité forte. Les mauvaises nouvelles, c'est nos cotisations sociales, c'est le fait pour les retraités, comment on va faire pour financer l'avenir notre avenir, l'avenir des personnes âgées. Sociale, Donc c'est vraiment ça, c'est notre projet social qu'on doit remettre en question. Mais donc ça doit être travaillé maintenant. Eh bien, merci en tout cas Laura pour votre témoignage. Je vous propose maintenant de partir à la rencontre de notre deuxième citoyen qui a accepté de témoigner dans cette émission. Bonjour Victor Blandin, vous avez 31 ans, vous êtes en recherche d'emploi, vous vivez dans un studio des Hauts-de-Seine. On va voir quelques images que vous avez tournées pour nous car cette question du logement, on va le voir, ça pèse dans votre réflexion sur le fait d'avoir ou pas un enfant. On regarde. Bonjour à tous, je m'appelle Victor, j'ai 31 ans. J'habite à Clichy, dans cet appartement qui est un studio. Voilà, vous voyez, il y a une petite cuisine, une petite salle d'eau juste à côté et la pièce à vivre dans laquelle je me trouve. Voilà, donc avec un canapé-lit, comme ça je peux dormir également. Comme beaucoup de franciliens, il est très difficile aujourd'hui de se loger. Alors pour un prix abordable d'abord, parce que les logements coûtent relativement cher à proximité de Paris. Moi j'ai envie de garder mon cadre de vie, mes amis sont à Paris, mon travail est proche de Paris. Pour autant, voilà, demain, avoir un enfant est complètement impossible, puisque ça nécessiterait d'avoir un logement plus grand, un T3, pour être tout à fait franc. Bonjour Victor, donc l'enjeu est très important, c'est le logement. Pour pouvoir se loger décemment et loger décemment une famille, il faudrait s'éloigner. Bonjour, effectivement, c'est l'un des gros enjeux, c'est s'éloigner et peut-être avoir une qualité de vie un peu moindre, des trajets pour aller au travail qui sont plus importants, d'autres difficultés qu'on peut connaître, ou effectivement rester à Clichy et peut-être reporter, espérons pas trop tard, le projet enfant. Donc voilà, pour moi, c'est un sujet qui est quand même très important, en région parisienne en particulier, mais dans les grandes villes de manière générale. Les jeunes avec des salaires plutôt modérés, on va dire, ont de plus en plus de difficultés à trouver un logement, que ce soit à louer ou à acheter. Et je pense que c'est un véritable enjeu et un véritable frein aujourd'hui pour devenir parent. Oui, c'est ça. Selon vous, ce qui se joue, c'est beaucoup moins la question d'un choix personnel, mais en premier, la difficulté pour les jeunes à gagner décemment leur vie. L'envie ne prime pas sur les difficultés. Ah oui, effectivement. Alors moi, j'ai jamais été catégorique sur le fait d'avoir des enfants ou non. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas être catégorique. On ne sait jamais. Dans 10 ans, peut-être que ce sera un souhait de ma part. Pour autant, je pense que voilà, avoir un enfant, c'est une responsabilité qui sort de notre propre vie. Et il est important d'avoir des conditions matérielles et financières qui sont suffisantes pour élever un enfant. Voilà, bon, effectivement, c'est l'arbitrage entre ses choix personnels et son bien-être personnel, et aussi finalement la sécurité pour l'avenir de son enfant. Et je pense que ça passe par pas mal de choses, et un logement, c'est quand même la première des choses. Et donc, selon vous, votre génération, elle galère trop pour trouver sa place. Il y a ça aussi. Alors moi, pourtant, je m'estime plutôt heureux. Je suis en transition. Là, je vais reprendre un emploi très rapidement. Et j'ai toujours eu des revenus très confortables. Pour autant, voilà, c'est vraiment un coût de la vie qui augmente de façon importante. Aujourd'hui, pour être locataire à Paris ou en proche banlieue, il y a certains propriétaires qui demandent 2,5 fois, 3 fois le loyer en revenus. C'est quand même pas évident pour tout le monde. Pour autant, voilà, c'est vraiment un enjeu important, et j'imagine que nos pouvoirs publics ils sont très sensibles. Olivier Paco, on a des jeunes qui ne réclament pas forcément davantage d'aide, d'allocation, mais d'avoir un logement décent à un prix correct et dans leur bassin d'emploi. C'est vrai que dans la problématique de la dénatalité, il y a de nombreux facteurs, et le logement en fait partie. L'accès au logement en fait partie. Alors, on a là le cas d'un urbain, mais on a aussi de la problématique en ruralité. Et moi, j'ai noté là, c'est mon vieux passé d'agrégé d'histoire-géographie, j'ai noté que la courbe de la dénatalité, elle s'accélère juste après la Covid. Juste après la Covid. Et il y a eu cette période de confinement qui a fait prendre conscience à certains que des fois, dans des espaces réduits, c'était pas facile de vivre. À l'inverse, dans un département comme l'Oise, on a vu pas mal de gens venir s'installer en disant on a des terrains, des maisons avec un petit lopin de terre moins cher, abordable. Alors après, ça nous fait, quand on travaille en région parisienne,
du déplacement, mais pour que nos enfants puissent avoir un cadre de vie épanouissant, on préfère aller à la campagne et ça rentrait beaucoup dans le critère familial, de l'épanouissement de la famille. Donc c'est un vrai problème, le logement. Et dans notre pays, malheureusement, depuis quelques années, les politiques publiques pour favoriser le logement, la législation aussi avec le fameux zéro artificialisation nette, ne facilite pas les choses. Mais pour relancer la natalité, il faudra traiter la problématique du logement et du réaménagement du territoire. Oui. Parce que si vous voulez aller à la campagne, mais qu'il n'y a aucun service public, aucun moyen de transport, pas d'école, etc., pas de travail, eh bien, les gens n'iront pas. Martin Lévrier, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui opposent fin du mois et projet de paternité en l'occurrence? Le manque de moyens, c'est un frein réel dans un projet de vie ou la réalisation d'un projet d'enfant, c'est pas forcément lié aux revenus? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que tout est dans tout quand on veut des enfants et qu'il n'y a pas une solution sur un point précis, le logement par exemple, ou le transport par exemple, ou l'aménagement du territoire. C'est tout un ensemble. Les gardes d'enfants, le travail, comment la relation travail-arrêt pour élever mon enfant se fait. C'est tout un ensemble de choses qui sont complexes. Je suis toujours plus prudent sur la relation pouvoir d'achat-enfant. Ce sont souvent les pays les plus pauvres qui ont des enfants. Oui. Et plus d'enfants, des enfants pas des, mais Il plus naît de d'enfants. richesse que d'hommes. Il naît de richesse que d'hommes, ça c'était, je suis absolument d'accord avec ça. Et donc il faut être assez prudent avec ça. Les démographes vous disent aussi, pour la plupart, que les politiques natalistes ne fonctionnent pas vraiment. Donc c'est du pointillisme, c'est fonctionner avec un maximum de choses. Et le logement est effectivement dans des régions urbaines, dans des zones urbaines, un vrai sujet, en particulier à Paris, bien sûr. À propos de ces questions des revenus, on a posé la question aux internautes qui suivent Public Sénat. Vous voyez, un des témoignages qu'on a reçus à la rédaction, un seul enfant pour moi, mon salaire de professeur n'est pas suffisant pour élever correctement 2 enfants, mon conjoint est fonctionnaire hospitalier et nos 2 salaires sont insuffisants pour plusieurs enfants en métropole lyonnaise. Anne Souiris, qu'est-ce que ça vous évoque, cette question des revenus? Moi, ce que ça m'évoque, c'est que déjà, dans les pays pauvres, oui, il y a plus d'enfants, mais il y a moins de contraception et il y a beaucoup de morts infantiles. Donc, c'est aussi une manière de pouvoir survivre. Donc, je ne suis pas sûre que ça soit parce qu'on est pauvre que youplaboum, on fait plus d'enfants. Enfin, je crains que ce ne soit pas ça. Pardon. Mais donc, non, je dis quand même que dès que d'ailleurs les gens commencent à avoir accès aux méthodes contraceptives, ils font moins d'enfants, même s'ils sont pauvres. Et dès qu'ils ont plus de pouvoir d'achat, ils ont moins d'enfants aussi. Donc non, mais c'est pas le pouvoir d'achat, c'est la possibilité de ne pas avoir d'enfants. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais en revanche. C'est pas grave. En tout cas, voilà. Et la deuxième chose, c'est de se dire que quand d'avoir les moyens ou pas, c'est de donner, nous, en tant que politique, c'est de donner les moyens d'avoir ce choix-là. Et c'est ça, à mon avis, la perspective qui peut nous rassembler, même si on a des divergences sur d'autres, c'est de se dire que, oui, d'avoir plus de possibilités, par exemple, de logement social d'une part. Ce que dit Victor, trouver sa place dans la société. De pouvoir avoir des logements qui sont plus près, d'avoir une réflexion urbanistique sur le fait que le travail soit plus près du lieu de résidence, que les crèches soient gratuites, comme certains pays l'ont fait. Par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment pensé en France. Et vraiment, et tout à fait. Qui est simplement une politique nataliste lisible et pas des pointillés partout. On a un problème en France. Juste pour terminer, je ne suis pas sûre qu'il faille une politique nataliste. Je pense qu'il faut une politique qui laisse plus de choix et que ça devrait pas être possible que monsieur ne puisse pas faire d'enfant. Voilà, par exemple. C'est ça. C'est qu'il ne veuille pas, c'est son problème. Qu'il ne puisse pas, c'est notre problème en tant que politique. Pour moi, c'est plutôt ça. C'est pas forcément nataliste ou pas nataliste. C'est une politique qui permet d'avoir ce choix-là. Et ce choix, du coup, aussi... Donc ça, c'est le rôle des politiques. Et donc, vous faites un mea culpa. Les politiques n'ont pas su ces dernières années. Moi, je maintiens le natalisme. Je maintiens que qu'une politique de long terme qui donne envie de faire des enfants est une politique intelligente. Et j'ai aucun problème avec ça. Un tout petit exemple qui va mettre d'accord, je pense, les ruraux, les urbains, la gauche, la droite. L'accueil de la toute petite enfance est vraiment un élément clé pour faciliter la venue d'enfants. Et moi, je vois depuis quelques années, dans des petites communes de moins de 500 habitants de mon département de l'Oise, la création de micro-crèches ou de maisons d'assistantes familiales
d'assistantes maternelles, des MAM, qui permettent vraiment d'attirer de jeunes familles, de stabiliser les effectifs scolaires, et c'est un rôle vraiment clé, vraiment clé. Et les collectivités mettent de l'argent dedans, désormais. On va continuer dans cette émission. Remercier Victor d'avoir témoigné dans ce numéro de Dialogue Citoyen. On va rencontrer notre troisième témoin, c'est Alexandra. Bonjour Alexandra Zapfel. Vous êtes dans la même tranche d'âge que nos témoins précédents. Vous avez 34 ans. Mais alors vous, c'est l'inverse. Vous rêvez de fonder une grande famille. Vous avez déjà 2 enfants. Avant de vous entendre, on va voir quelques images que vous avez tournées pour nous. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 34 ans et j'ai 2 enfants. Avec mon mari, nous en voulons 2 de plus. Mais force est de constater que nous rencontrons de nombreux obstacles à une parentalité sereine. Merci Alexandra de nous avoir rejoints. Peut-être avant de vous entendre sur cette expérience personnelle, une réaction à ce qui a été dit précédemment. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit en plateau et par nos témoins précédents ? Alors, bonjour à tous. Ce que j'en pense, c'est je suis assez d'accord avec le fait que les moyens financiers, les aides financières ne sont pas forcément le plus déterminant dans les choix d'avoir un enfant, même si évidemment ça soulage les familles. Et aussi avec le fait que l'accès au logement, notamment les logements qui sont faits pour les familles, assez grands pour accueillir des familles, est un point important aussi dans la natalité. Donc, comme je disais, vous avez déjà 2 enfants. Idéalement, et vous nous l'avez dit dans la petite vidéo, vous aimeriez en avoir 2 de plus. Vous hésitez à carrément quitter l'endroit où vous habitez actuellement, à quitter Paris pour aller dans un endroit moins cher, c'est ça ? Non, on n'hésite pas. On va bientôt partir sur la côte normande. Ah oui. Donc ça, c'était un projet qu'on voulait. On a pas mal bougé en fait. On a fait plusieurs départements et c'est ce qui nous convient le plus d'être en dehors d'une grande ville. Et alors, du coup, c'est aussi pour avoir plus de place, pour avoir une plus grande famille, ce déménagement. Entre autres, oui, c'est beaucoup plus simple de trouver des logements avec des loyers abordables dans les petites villes, moyennes villes. Et alors, comment est-ce que vous expliquez cette envie, ce cap que vous avez de 4 enfants et cette envie d'une famille élargie? Comment est-ce que vous le racontez? Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors moi, je suis fille unique et mon mari, au contraire, a 4 frères et sœurs. Donc, vient d'une famille nombreuse et vient d'une grande famille où même les oncles et tantes ont beaucoup d'enfants. Et donc, c'est cette rencontre avec ce type de famille qui m'a fait envisager le fait d'avoir une famille nombreuse parce que de mon côté, c'est une famille plus classique et au-delà de 2 enfants, c'est pas forcément bien perçu. Et qu'est-ce que ça change pour vous d'avoir comme ça une famille élargie, 4 enfants? Qu'est-ce que ça représente à vos yeux? Que j'ai vu dans la famille de mon mari, c'est des valeurs familiales vraiment très fortes. Et puis, ça crée des événements plus chaleureux, plus grands, que ce soit avec les frères et sœurs ou les cousins. On se sent vraiment entouré. Et c'est ça vraiment qui m'a donné envie de fonder une grande famille. Qui veut réagir en plateau à ce que nous dit Alexandra? Il y a donc des femmes qui, comme ça, ont ces envies d'une famille élargie. Olivier Paco. Alors, des femmes, mais je pense qu'elles partagent ce désir avec son conjoint, avec son époux. Donc oui, même si l'architecture familiale a beaucoup évolué, il y a des familles monoparentales recomposées, etc. Le désir de famille aussi. Oui, tout à fait. Le désir de famille nombreuse peut exister. Et pour moi, c'est une très belle chose parce que la famille, c'est le premier et l'ultime écrin d'affection, de solidarité, de tolérance, de transmission de valeurs. Madame parlait très bien du lien entre les frères, les cousins, etc. Rien ne remplacera jamais le conseil d'une mère, l'exemple d'un père, l'admiration d'un frère. La famille, c'est la cathédrale du cœur. Pour moi, c'est vraiment une des boussoles clés d'une société qui va s'épanouir. Donc, je suis heureux d'entendre ce témoignage, bien sûr. Alors, il faut favoriser, effectivement, les familles nombreuses. Oui. Famille, nous vous aimons.
Voilà, on entend ce plaidoyer. Martin Lévrier. Je le partage assez. Le vrai sujet qu'on doit avoir à travers ça, d'abord, c'est que là aussi, chaque choix est quasi soit unique, soit en couple. Mais très bien les familles qui n'ont pas d'enfants, très bien les familles qui ont un enfant, et qui en ont 4, qui en ont 9. Il ne faut pas avoir un modèle unique de famille en tête. En revanche, il y a eu une époque où les familles nombreuses étaient souvent traitées avec une forme d'humour, voire de condescendance. Et ça, je le regrette vraiment, parce que je pense comme vous, je suis d'une famille nombreuse, hein, on est 6 frères et sœurs, donc voilà, c'est assez merveilleux, je le reconnais, surtout qu'on s'entend très très bien. Je pense que la famille, effectivement, une famille qui s'aime, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, et c'est un bien aussi pour la société, parce qu'il faut aussi être un peu égoïste, il faut penser aussi à la société dans laquelle on est, et une société qui n'aurait pas d'enfants, ce qui est en train, non pas d'arriver, mais enfin en tout cas la baisse de la natalité en France est trop importante aujourd'hui, fait qu'on ne peut pas protéger et sauvegarder notre modèle social. Ça veut dire que dans quelques années, 15 ans, les retraites seront plus un poids, ça sera catastrophique. Et que donc, si on est égoïste, je suis un peu provocateur, mais si les jeunes sont un peu égoïstes, il faut qu'ils fassent des enfants. Parce que s'ils n'en font pas, c'est eux qui le paieront très très cher plus tard. Anne Souyris, je vais vous entendre sur ce qu'a commencé à évoquer Martin Lévrier, sur ce qui est en toile de fond, notre modèle social, ce qui est vraiment la question de fond autour de ce débat. Ces jeunes égoïstes qui ne pensent pas à ce modèle social, ça vous fait réagir ? Oh bah, complètement, parce que je pense que c'est être pro-famille ou anti-famille, pour moi, c'est pas le sujet, quoi. Franchement, enfin, je veux dire, la famille, ça peut être aussi famille je vous hais, hein, c'est pas forcément famille je vous aime. Pas bien, ça. Eh ben, non, mais ça peut arriver. Je veux dire, voilà, on a le droit, voilà, tout n'est pas merveilleux. Bon, et donc, l'important, je le répète, hein, c'est vraiment de pouvoir avoir le choix. Le choix de continuer à vivre à Paris, par exemple, ou dans votre grande ville, tout en ayant une grande famille, si vous le souhaitez, ça me semblerait important. C'est-à-dire que le fait de ne pas être obligé de changer d'endroit tout le temps, de se plier à plein de contraintes extérieures et finalement de ne pas complètement choisir sa vie parce qu'on veut avoir des enfants. Ça, je trouve ça un peu dommage. Et puis aussi, je trouve qu'il doit y avoir... on ne doit pas avoir de valeur donnée spécialement. Ça doit être aussi valeureux d'avoir une famille choisie que d'une famille qu'on a fabriquée biologiquement. Voilà, et que l'idée, c'est d'abord les familles qui permettent d'avoir une vraie vie. Moi, je suis aussi fille unique, mais je suis dans une grande famille. Hein. Ouais. J'ai une famille. Non, mais c'est vrai. J'ai une grande et à laquelle je tiens beaucoup. Bon, mais voilà. Et l'important là-dedans, c'est pas de valoriser l'un ou l'autre, d'avoir des assignations, soit à la famille, soit à la non-famille d'ailleurs. Madame Souyris, Laura Meyer, qui était notre première citoyenne qui a témoigné au début de l'émission, elle voulait intervenir et réagir à ce qu'il dit dans l'émission. On vous écoute, Laura. Oui, Madame Souyris, vous avez dit quelque chose de très pertinent. C'est famille, je vous hais, c'est quelque chose qui est effectivement possible, contrairement à ce que M. Paco a dit, puisqu'il y a quand même énormément de parents qui sont violents et il y a quand même un enfant sur 10 qui est victime de pédocriminalité. Et du coup, c'est quand même quelque chose qui n'est pas à oublier. Et non, avoir des enfants, c'est pas forcément sans conséquence pour l'enfant. Ça fait réagir en plateau. Oui, alors évidemment, malheureusement, parce que l'homme n'est pas parfait, il y a des parents qui se comportent mal avec leurs enfants. Et c'est un drame. Et évidemment, ils doivent être punis. Alors, il y a des PMI, des protections maternelles infantiles qui font, je l'espère, leur travail. Oui, et puis Alexandra, avant cette émission, Alexandra a préparé une petite question pour vous, sénateurs. Alexandra, est-ce que vous pouvez poser cette question à nos sénateurs en plateau ? Oui, je voulais poser une question par rapport au congé parental, s'il y avait des travaux pour le faire évoluer, parce qu'il y a une... la dernière réforme date de 2014 et ça a été un peu un échec parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont recours au congé parental. Donc je voulais savoir s'il y avait des travaux en ce sens. Parce qu'il existe, on le rappelle, un congé maternité, un congé paternité, un congé parental d'éducation, qui est du temps que les parents peuvent prendre pour réduire, interrompre une activité professionnelle pour élever un enfant, et maintenant un congé de naissance qui doit entrer en vigueur. Anne Souyris, si on a bien compris, ça doit rentrer en vigueur au 1er juillet 2026, c'est bien ça ? Ça a été voté au Parlement cet hiver ?
Absolument, mais il y a eu une réflexion sur 2027, je sais, mais voilà, je ne sais pas exactement finalement le décret, ce qu'il a... Le principe, c'est quoi? Oui. C'était un décalage. Il y a un décalage, il me semble, à 2027, moi, il me semble, si je ne m'abuse. En tout cas, nous, on était plutôt vers 2026, mais je sais qu'il y a un décalage jusqu'à 2027. Pour la mise en place. Oui. Mais pour moi, de nouveau, il manque un élément dans ce sujet-là qui est pour moi le lien entreprise et la personne qui s'arrête. Et je ne dis pas femme ou homme. Et je suis convaincu qu'à travers la formation, on pourrait trouver des solutions qui donnent une grande facilité à une personne qui s'arrêterait 3 ans, par exemple, de pouvoir revenir dans l'entreprise avec toutes les facilités nécessaires. Parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. La personne, 90% ce sont des femmes. Quand elles s'arrêtent 3 ans et quand elles reviennent, la société dans laquelle elles travaillent a évolué, ce qui est évident dans l'entreprise. Donc comment on crée ce lien qui continue sans pénaliser l'entreprise non plus, parce que ce n'est pas son rôle. Comment, une nouvelle fois, je reviens, comment l'État, justement dans une politique de cette logique, s'intéresse à ce sujet-là et ne le cloisonne pas juste à un petit peu d'argent. Je pense que dans le nouveau modèle social que nous devrons construire, il y a la modulation du temps de travail dans la durée, c'est-à-dire qu'au moment, effectivement, où il y a un choix de parentalité, que ce soit pour la maman ou le papa, eh bien, effectivement, il faut pouvoir proposer un temps, effectivement, de proximité avec les enfants, qui pourra être compensé, rattrapé par une période où on travaillera plus longtemps. C'est vraiment une réflexion sur la durée qu'il faut avoir, à mon humble avis. Il y a une période où l'IA va prendre beaucoup de place dans le monde du travail. Il va falloir une révolution aussi dans le travail, dans les modalités, dans les types de travail. C'est le moment aussi où ces temps-là doivent être utilisés pour être à même de pouvoir vivre ça et pas être encore plus exclu du monde du travail, parce que c'est la crainte qu'on peut toujours avoir quand on est une femme. Allez, on passe au 4e citoyen qui a accepté de répondre à nos questions. Direction les Côtes-d'Armor pour rencontrer Léa Ruellan. Bonjour, vous êtes chef d'entreprise à Saint-Brieuc, vous avez 37 ans et vous pourriez avoir envie d'un enfant. Jusque-là, vous aviez privilégié votre carrière professionnelle. Avant de vous entendre, on va voir quelques images que vous avez tournées pour nous. Je suis chef de 2 entreprises et le temps passe très vite. À 35 ans, presque 36, je me suis retrouvée face à l'horloge biologique. J'ai décidé de faire une préservation d'ovocytes pour garder le choix. Le choix d'avoir un enfant si un jour j'en ai envie, au moment qui sera le bon pour moi. Trouver une place a été compliqué. Les centres étaient saturés, avec parfois 2 ans d'attente. On m'a même dit que c'était trop tard. Pourtant, en France, c'est possible jusqu'à nos 37 ans. J'ai finalement pu le faire à Saint-Brieuc. Pour moi, c'est un acte de liberté, mais aussi un acte de solidarité. Si je n'utilise pas mes ovocytes, je serais ravie d'en faire don à d'autres femmes. Et alors Léa, votre priorité jusque récemment, c'était de réussir dans la vie professionnellement. Vous n'aviez pas le temps de vous poser pour faire un enfant, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, c'est pas que j'avais pas le temps, c'est que je n'y pensais pas. C'était pas un désir. Je n'avais pas forcément envie d'avoir un enfant, en plus dans la société dans laquelle on vit, avec tout ce qui se passe. J'avais pas du tout envie. Et grâce à la nouvelle loi qui est passée sur la préservation d'ovocytes, je me suis dit, pourquoi pas le faire ? Et en fait, ça a déclenché quelque chose chez moi qui est assez intéressant. C'est que du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est bien. Maintenant, je vais pouvoir avoir un choix qui est rallongé. Et donc, du coup, peut-être un jour parvenir à la maternité. J'ai maintenant jusqu'à mes 44 ans. Donc, ça prolonge. Et vous vous êtes préparé aussi en allant voir votre banquier. Vous avez mis de l'argent de côté en vue de ce projet, c'est bien ça ? Non, j'avais pas mis d'argent de côté, mais par contre, je m'étais dit que si jamais un jour j'avais envie d'avoir un enfant, j'avais envie d'être à l'abri. Et donc, j'ai été le voir de manière assez naïve en me disant, il existe sans doute quelque chose pour nous aider, nous, à devenir maman. Et donc, peut-être, je ne sais pas, avoir une assurance qui me permettrait d'employer une personne en plus ou de m'aider au quotidien à la maison. Et le fait est que rien n'existe. Donc, j'étais un petit peu déçue parce que j'étais prête à le faire. Et en fait, on m'a clairement dit qu'il fallait absolument mettre uniquement de l'argent de côté et organiser et construire ça seul. Oui, ça, avoir un enfant pour vous, c'est un projet qu'il faut construire, c'est bien ça ? Bah oui, en tant que chef d'entreprise, les congés maternité sont quand même presque quasi inexistants, je dirais.
Et partir de mon entreprise, ça veut dire aussi donner moins d'énergie dans cette entreprise. Donc, ça veut aussi dire la mettre en défaillance. Donc, c'est quelque chose qui peut se préparer 4, 5, 6 ans à l'avance. Donc voilà, je ne peux pas perdre vraiment de temps. Si un jour j'ai envie d'avoir un enfant, c'est maintenant qu'il faudrait que je le prépare pour les prochaines années. Alors, qu'est-ce que vous définissez comme déclic? Qu'est-ce qui va faire la différence pour que vous vous lanciez? Je pense que ça va être beaucoup le contexte économique, parce que en tant que chef d'entreprise, je subis aussi beaucoup le contexte économique. Les aides possibles qui peuvent être données ou les subventions qui peuvent être offertes pour soutenir la maternité. Et aussi, pourquoi pas, si il y a des questions de salaire universel ou qui reviennent ou des choses comme ça qui pourraient être intéressantes pour moi, parce que ça me permettrait de financer, de payer une autre personne qui pourrait m'aider au quotidien, et avoir aussi moins un salaire. Alors justement, on a vu récemment dans un rapport, les députés proposaient un versement familial unique de 250 € par mois, sans condition de revenu. Est-ce que c'est une piste intéressante selon vous? Oui, c'est une piste intéressante, mais bon, 250 € avec les charges sociales, ça me paraît pas être quelque chose qui permettrait de vivre pleinement, sereinement les mois, on va dire. C'est pas une énorme somme, mais ça peut être déjà un bon début. Anne Souiris, qu'est-ce que ce témoignage vous inspire? On voit que voilà, la maternité, c'est un projet qui se construit. Est-ce que d'ailleurs c'est différent par rapport à certaines générations qui nous ont précédés? Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce témoignage, dans votre témoignage, madame. C'est la question aussi de l'inquiétude qu'on n'a pas beaucoup abordée ici, qui est l'inquiétude financière, parce que est-ce que j'aurai assez d'argent pour élever mon enfant, mais aussi l'inquiétude générale. Vous parliez de l'économie du pays et de se dire que bon, peut-être que ça ira pas très bien. Là, en plus, on a un contexte de guerre en ce moment quand même. On a beaucoup de contextes anxiogènes. Je parle aussi évidemment de l'éco-anxiété qui existe pour pas mal de gens et qui est quand même de plus en plus présent dans nos vies. Donc ça joue dans l'équation globale selon vous? Oui, ça joue dans l'idée que bon, en fait, on se dit dans quel monde vais-je mettre mes enfants et moi-même, comment est-ce que je vais pouvoir les protéger dans ce monde-là tant que j'en suis responsable. Ça rentre quand même dans cet univers-là et c'est quelque chose qu'on doit penser. C'est pour ça que la solidarité nationale, européenne, enfin en tout cas et nationale et même, pourquoi pas locale, mais en tout cas, elle est importante pour pouvoir faire en sorte que aussi on puisse assurer aux papas, aux mamans, à tous les citoyens de se dire en fait, on ne va pas vous laisser, on est en train de prévoir des choses. Et je ne suis pas sûre que les politiques en ce moment soient très protectrices. Voilà, et très dans le présent et dans l'avenir de notre histoire, même l'avenir court et évidemment à long terme. Allez-y, M. Lévrier, vous voulez réagir? Réaction un petit peu différente parce que je vous le dis, je vais parler de moi. Moi, j'ai un enfant qui a 4 ans. Donc, en parlant de prise de risque, ne serait-ce que là, j'ai une prise de risque complètement folle. Si on part de ce principe-là. Je crois que avoir un enfant en pensant qu'il n'y a pas de risque, ça n'est pas possible. Ça fait partie du risque. Et le deuxième regard que j'ai, et qui est différent du vôtre, c'est qu'on peut regarder la société de deux façons. À quoi sert l'enfant? Est-ce qu'il va subir ce que nous laissons, ou est-ce qu'il va construire mieux que nous? Et moi, je regarde le verre plein et je crois que les enfants vont construire quelque chose de bien plus beau que ce que nous avons fait. Et je veux croire à ça. Et donc, je n'empêcherai pas le risque, c'est pas possible, qu'il soit financier. Moi, ça va peut-être vous faire sourire, mais en étant sénateur, j'ai perdu 25% de pouvoir d'achat par rapport à mon métier précédent. Donc, encore plus de raisons d'avoir, moi, de ne pas faire d'enfants. Et pourtant, j'ai fait tout ça parce que, quelque part, tout en respectant parfaitement ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est votre choix, il est tout aussi respectable que le mien, mais mon regard est différent puisque j'ai pris des risques et je les assume complètement. Et finalement, un enfant est né et j'en suis très heureux. Oui, Léa, vous pouvez réagir et peut-être aussi, à la fin, nous poser la question que vous aviez préparée pour les sénateurs. On vous écoute. C'est un homme, quand même. C'est pas Attends, j'ai une femme qui est étudiante. La question, c'est celle qu'on a abordée tout à l'heure, c'était quels étaient les futurs aides ou moyens qui pouvaient être mis en place pour justement soutenir la maternité. Oui, et notamment pour les femmes et les femmes chefs d'entreprise. Olivier Paccaud, comment est-ce qu'on peut aussi accompagner ces femmes qui veulent avoir des aussi belles carrières que les hommes à l'autre époque?
Écoutez, déjà, il y a question. effectivement des politiques d'égalité salariale homme-femme qui sont essentielles. Après, il faut que tous les moyens, alors ils peuvent être financiers, mais je pense que ce n'est pas la seule problématique de soutien à l'accueil de l'enfant doivent être mis en place. Mais le cas Mais de aussi Léa, pour les indépendants, hein. En l'occurrence, c'est chef d'entreprise, il y a une prise de risque. On tourne autour de la question du risque, c'est parce qu'elle est chef d'entreprise. Oui, bien sûr. C'est plus problématique pour un chef d'entreprise. Et effectivement, Léa a décidé d'utiliser les moyens technologiques à sa disposition pour pouvoir vivre peut-être un petit peu plus tard une parentalité. Donc, alors le paradoxe, c'est quand même que les moyens technologiques aujourd'hui nous permettent en fait de maîtriser sa fécondité, mais on fait pour autant moins d'enfants. Alors pourquoi ? On a parlé du caractère anxiogène de notre société, mais je ne suis pas convaincu qu'il soit plus anxiogène en 2026 qu'il y a quelques années. Et la démographie, elle est malheureusement connue pour connaître des vagues, avoir des cracks. Dans les années 80, on a eu un crack démographique. Moi, il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, mais qui, à mon avis, a un rôle clé aujourd'hui dans la dénatalité. C'est ça. Ça nous rend à la fois stériles et débiles, ces petites machines, ces réseaux sociaux qui font que l'homme s'escargotise, qu'il vit de plus en plus replié dans sa bulle et qu'il est de moins... Enfin, le temps d'écran remplace le temps relationnel. Et c'est un vrai problème. Et ça, objectivement, pour l'instant, moi, je n'ai pas encore de moyens pour lutter contre. Alors, interdire le portable à l'école, il y a plein de choses qui vont dans le bon sens, mais ça fait partie de l'équation. Il faut en être conscient. En tout cas, je voudrais remercier Léa qui a témoigné dans cette émission. On va rencontrer notre dernier grand témoin et une histoire de désir d'enfant entravé. Bonjour Eugénie, merci d'avoir accepté de participer à ce dialogue citoyen. Avant de vous entendre, place à notre reportage. Céline Schmitt est allée à votre rencontre dans la région lyonnaise. Vous lui avez confié en détail vos difficultés à avoir un enfant et le parcours semé d'embûches pour recourir à une PMA, une procréation médicalement assistée. On regarde. Près de Lyon, Eugénie a fait 9 tentatives de procréation médicalement assistée en plus de 5 ans. Aucune n'a fonctionné à l'issue de ce long parcours du combattant. Là, il y a tout le dossier médical depuis le début, c'est-à-dire tous les examens qu'on a pu faire dans la préparation et l'identification des problématiques qui ont pu nous mener à ce parcours d'AMP, de PMA. Très vite, Eugénie comprend que les chances de réussite d'une PMA ne dépassent pas les 30%. Son quotidien se retrouve bouleversé. Chaque jour, elle doit prendre une batterie de médicaments. J'ai encore quelques-uns. Donc on a la progestérone, évidemment, de l'acide folique classique. Dès les premiers examens en 2020, Eugénie se rend compte qu'une anomalie va rendre impossible l'utilisation de ses propres gamètes. En plus de la PMA, le couple devra recourir à un don d'ovocytes. Rapidement, ils entament des démarches en France, mais les délais d'attente frôlent les 2 ans. Dans l'Hexagone, les donneurs ne sont pas rétribués et sont donc moins nombreux. Le couple décide finalement de se rendre à l'étranger. Devoir quitter son pays, traverser une frontière, organiser de la logistique, c'est très très violent parce que ça enlève tout confort. C'est très déstabilisant, on est dans l'inconnu. Pour un sujet, pour un projet, on ne peut plus intime, on ne peut plus viscéral et on ne devrait pas avoir à traverser des frontières. Depuis quelques mois, le couple est séparé, mais Eugénie ne compte pas renoncer à son projet d'enfant. C'est seule qu'elle poursuivra son parcours de PMA. Merci d'avoir accepté de témoigner, Eugénie. Après tous ces essais infructueux, est-ce que votre désir, vous diriez, il est toujours intact aujourd'hui ? Oui, bonjour. Effectivement, oui, il est toujours intact. Et pourtant, il y avait largement de quoi se décourager. Bon, évidemment, ça va être un parcours qui va être différent, un projet de vie qui sera différent du coup, puisque ça a été dit dans le reportage, ce sera seul maintenant. Mais pour autant, je n'ai pas l'intention de laisser tomber et je sais déjà que je vais au-devant de nouvelles difficultés, mais qu'elles sont loin d'être terminées et que malheureusement, après 6 ans de parcours, les choses ne se sont pas améliorées en 6 ans et voilà, le parcours est toujours semé d'embûches. Et donc vous diriez que ce désir d'enfant chez vous, il est toujours intact. Comment est-ce que vous l'expliquez ? C'est un désir qui est ancré depuis
toujours, hein, depuis toute petite. Il a été largement malmené et je me suis très souvent posé la question. On s'est posé la question aussi avec mon mari à l'époque. Et voilà, c'est une volonté de transmission que j'ai toujours gardée et voilà, que j'ai malgré toutes ces difficultés, pas perdue. Votre dernière tentative, elle date de début 2025, elle s'est soldée par un échec. Vous l'avez vécu comme, je cite, un coup de massue psychologique, car cette mauvaise nouvelle relance un temps d'attente ensuite de 2 ans. Comment est-ce que vous expliquez ces termes, un coup de massue psychologique? Vous pouvez nous expliquer? Alors, c'est en fait le contre-coup de tous les espoirs qu'on a pu mettre à chaque essai. On a fait en tout 9 essais, 9 transferts d'embryons qui n'ont pas abouti. On met à chaque fois, évidemment, sinon il y a assez peu de chances que ça fonctionne et pourquoi continuer, mais on met tous ces espoirs dans les essais. Et voilà, après tous ces essais, ça a été un peu le coup de grâce et surtout, ça a effectivement mis à mal mon couple également, puisque ça venait prendre toute la place. Ça prend beaucoup de place, la PMA, bien sûr. Et ça, en plus, du coup, crée un séisme dans mon couple. Donc, non seulement ça a été un nouvel écueil dans tout cet espoir, et en plus, c'est venu mettre à mal mon couple. Et donc, c'est bien ça, après cette dernière tentative, il y a 2 ans d'attente, c'est ce qu'on vous a annoncé, c'est ça? Alors oui, si aujourd'hui je veux reprendre un parcours, donc du coup seule maintenant, je m'attends à avoir un délai probablement dans ces horizons-là, puisqu'à chaque fois qu'on a été inscrit sur une liste d'attente pour un don de gamètes, donc dans mon cas un don d'ovocytes, on nous annonçait, et c'est les délais actuellement en France, hein, qui sont en moyenne de 24 mois. Pour un couple non issu d'une minorité, pour une personne non issue d'une minorité, parce que c'est bien pire en plus pour certaines catégories de personnes, malheureusement. Donc voilà, ça veut dire que soit on accepte soit j'accepte d'à nouveau subir de l'attente, soit je me dirige à nouveau vers l'étranger, ce qui n'est pas non plus souhaitable. Martin Lévrier, le recours au PMA en France est-il trop contraignant? Il est très compliqué. Il faut le dire clairement, là je le reconnais complètement, je connais des situations un peu similaires, et il est effectivement... Dans votre entourage, il y a aussi... Dans mon entourage proche, effectivement, et il est, je le reconnais, très très compliqué. Après, la science escalée, c'est qu'il faut... Il y a différentes choses, mais dedans, il y a aussi la science avec la possibilité de réussite ou pas. Vous le disiez, je crois, madame, que votre espérance était de 30%. Donc ça rend encore plus long. Les taux de réussite sont 25% à peu près. Ouais, c'est ça. Donc tout ça se conjuguant rend les choses... Est-ce que je peux vous poser une question qui est indirectement liée? Est-ce que vous avez pensé l'adoption ou pas du tout? C'est un Tout à sujet. fait, oui. On a également réalisé le parcours d'adoption, qui est un parcours au moins aussi difficile que la PMA. Qui est pire. Qui a pris aussi 1 an. Mais là, les délais d'attente, une fois qu'on est sur liste d'attente également, on parle plus de 5 ans, 6 ans, et c'est pareil, hein, il n'y a pas de garantie non plus de première... Et le législateur ne peut rien faire contre ces délais de 2 ans qu'on évoquait, Je posais cette question justement pour montrer à quel point c'était compliqué aujourd'hui. En France et ailleurs, il n'y a pas qu'en France. Hein, je veux dire, certes, il y a des pays où ça paraît plus facile, mais c'est un sujet excessivement complexe. Le législateur, attention, le législateur sur l'adoption a simplement donné la possibilité d'adoption. Après, c'est la justice, c'est les juges sur la procréation médicalement assistée. Là, c'est la science, c'est un peu plus compliqué. Mais là, c'est plus la justice qui prend plus souvent des décisions de confier des enfants ou qui facilite l'adoption, rarement pour les couples, et plus facilement pour les gens seuls. Sur ce recours à la PMA. C'est comme ça. Le législateur pourrait tout à fait, le législateur que nous sommes, pourrait accélérer le mouvement pour la PMA et faciliter surtout l'accès. Pour l'instant, on peut considérer que c'était une première loi et que donc elle était avec beaucoup d'obstacles, de vérification, de contrôle, et que maintenant on pourrait peut-être passer à la vitesse supérieure. Il faut revenir sur la loi sur la PMA, selon vous. Pour que les PMA soient facilitées. Et puis aussi de faire appel à
plus de dons parce qu'on a on n'a pas assez de dons. Mais ça veut dire aussi de la publicité et aussi faire en sorte que les gens soient au courant de ce déficit-là. Et je pense que ce serait aussi très important à faire. C'est important effectivement pour Madame et pour tous les gens qui veulent créer ou une famille, ou même avoir simplement un enfant, parfois seul aussi. Olivier Paccaud, quand on voit la charge émotionnelle de ce parcours très compliqué, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Eugénie aujourd'hui ? Je repense au tout premier témoignage, qui était totalement inverse. Là, on a un désir, mais plus que profond d'enfant, et qui, effectivement, on est très malheureux d'entendre que vous en êtes à 9 échecs de votre tentative de PMA, et on espère sincèrement que vous y parviendrez. La nature, elle est parfois merveilleuse, mais elle peut être aussi cruelle. Et même si des progrès ont été faits, qu'ils soient législatifs ou biologiques, technologiques, malheureusement, ça ne marchera pas à tous les coups. Non. Moi, ce que j'ai simplement envie de dire, c'est que ce beau témoignage, il me donne vraiment envie malheureusement, chère Anne-Soubry, de dire, famille, je vous aime, nous avons besoin d'enfants, ça égaye la vie. Martin est papa d'un jeune enfant. Moi, je suis grand-père depuis 1 an. C'est merveilleux. Vous accepteriez de faire une nouvelle version de la loi PMA pour, par exemple, raccourcir les délais ? Parce que la droite avait freiné, plutôt. Alors, elle avait freiné parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait des dérapages vers la GPA, par exemple. C'est pas le même contexte. C'est pas tout à fait le même contexte. La PMA existe tout depuis longtemps pour des couples. On n'est pas tout à fait dans le même contexte. L'accélérer, c'est plus un problème scientifique pour moi. Non. Et de dons, bien sûr. Non, mais c'est pas vrai. En Espagne, ils le font et c'est beaucoup plus facile à faire. Il y a un mot qui n'a pas du tout été prononcé. C'est pas une question scientifique. Dans notre société, il y a quelque chose qui se développe et qui me fait mal au cœur. Et je pense que Eugénie, elle rêverait d'autre chose. C'est le no kids. C'est quand même triste de voir dans notre société se développer des espaces, des entreprises, des résidences, des hôtels. No kids. Vive les enfants. Eugénie, vous aviez une question pour nos sénateurs et sénatrices en plateau. Je vous écoute. Oui, j'ai une question effectivement, puisque on a parlé tout à l'heure de la difficulté de ce parcours, mais le don de gamètes en France, il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin, et je voudrais savoir comment on peut faire en sorte d'améliorer l'accès au don de gamètes. Et c'est autant d'un point de vue de la durée, puisque ça a été dit dans le reportage, j'ai passé avec mon mari d'abord 16 mois, puis 24 mois pour un deuxième don en France sur les attentes. Ça, c'est la première chose. Comment on réduit ces temps d'attente qui sont inhumains, parce qu'on veut juste simplement avoir un enfant quand on veut avoir un enfant. Et la deuxième chose, c'est aussi comment on augmente l'accessibilité d'un point de vue géographique aux dons de gamètes. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, il y a quand même un monopole très fort au niveau des sécos. Il faudrait probablement faire évoluer les choses et le cadre légal pour pouvoir améliorer l'accès à des centres pour faire de la PMA et pour gérer que ce soit l'autoconservation, mais aussi le don de gamètes. Comment améliorer l'accès aux dons de gamètes en France ? Est-ce que vous avez une réponse ? Quelqu'un ? À nous d'y travailler, honnêtement. Non, ce que je sais, c'est que pour la congélation, ce qui est très compliqué, c'est le temps passé, enfin la méticulosité, pour le faire, et non pas le fait de congeler. Et donc, on a un problème de personnel. Ça, j'ai découvert ça aussi. On a un vrai problème de personnel. On n'arrive pas à embaucher. On veut embaucher, les ségos veulent embaucher, mais ils ne trouvent pas le personnel adéquat. Est-ce qu'il faut rémunérer ce don, l'anonymiser ? Alors, le rémunérer, on rentre sur un terrain glissant et dangereux. J'en suis pas convaincu. Mais bon, je n'ai pas assez réfléchi. Eh bien, merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes, on est à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous retenez de tous ces échanges depuis le début de cette émission ? Est-ce que la baisse de la natalité, elle est inéluctable aujourd'hui, Martin Lévrier ? Moi, je ne crois pas qu'elle soit inéluctable. Je vais rebondir sur ce que disait mon collègue Paccaud sur cet outil-là. Moi, je vais un peu plus loin ou différemment. Je pense qu'on est passé d'une société construite sous la Ve République qui était fondée sur le lien social, sur l'intergénérationnel, sur la solidarité intergénérationnelle, et qu'au fur et à mesure du temps, on est passé à un individualisme de plus en plus forcené. Oui, c'est ça vraiment le cœur du sujet. Voilà, je crois que si on veut une vraie donner envie d'avoir des enfants, il faut reconstruire une société qui, sur le long terme, ça ne peut pas se faire en 2 jours, donnera confiance dans ce qu'est le devenir d'un enfant. Anne-Soubry, est-ce que le choix d'avoir un enfant ou pas, ça doit rester une décision intime et personnelle, ou est-ce que les politiques doivent vraiment aussi rentrer dans ce débat ?
Les deux? Oui, les politiques doivent entrer dans le débat pour, par exemple, faciliter les dons de gamètes, pour regarder quand les lois ne fonctionnent pas bien et pour qu'on aide, pour que le logement soit plus accessible dans les zones tendues pour les familles. Bien sûr que oui, le politique doit regarder parce que c'est une vision à la fois pas seulement familiale, mais collective de toute notre société. Mais il y a deux choses qu'on n'a pas du tout évoquées, et je vais juste les évoquer. Oui. Une, la question des perturbateurs endocriniens. Vous ne le savez peut-être pas, mais les perturbateurs endocriniens qui sont partout dans nos terres, dans ce qu'on mange, eh bien, c'est un facteur d'infertilité extrêmement forte qui va jusqu'à 30%. Et ça, je suis en train de citer des études du NIH, donc c'est pas, je ne parle pas d'études comme ça. Donc ça, c'est un premier problème. Donc c'est quelque chose à regarder précisément parce qu'on voit, par exemple, que les femmes deviennent, sont de plus en plus jeunes, arrivent à la ménopause, parfois jusqu'à 30 ans. C'est un vrai sujet, qu'il faut aborder. Et le deuxième point, si on veut aussi répondre à cette question-là, c'est-à-dire notre société, comment on répond à nos enjeux de société, c'est la migration. Pardon, mais enfin, il n'y a pas pour travailler, pour faire en sorte de payer les cotisations, pour faire en sorte qu'il y ait des gens jeunes qui soient là et qui nous permettent de garder notre société. Mais oui, mais évidemment que tous les pays aux alentours, oui, mais ça fait partie de la solution. Ça fait partie de la solution. On entend, ça fait partie de vos solutions. Très bien. Et le mot de la fin pour Olivier Paco, allez-y. Même les pays de droite, pardon. Et d'extrême droite. On est dans un monde où la dénatalité est très forte. Il n'y a pas qu'en France. Corée du Sud, c'est 0,7 enfants par femme. On est tombé en France à 1,56. Il y a un vrai problème et il faut que les politiques ne peuvent pas tout faire, mais ils peuvent quand même créer un climat, donner des moyens législatifs pour donner envie aux Français de faire plus d'enfants et donner la possibilité. Et je pense qu'en 2027, il faut que ce soit un des sujets de l'élection présidentielle. Oui. Beaucoup plus que les retraites, oui. Je suis d'accord avec vous. C'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier les 5 Français qui ont accepté de témoigner dans ce programme. Merci aussi à tous les 3 sénateurs en plateau d'avoir joué le jeu de ces échanges. Un grand merci aussi aux équipes éditoriales et techniques qui ont permis de réaliser ce dialogue citoyen. Notre émission est à retrouver sur publicsena.fr et également en podcast sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, X. On partage très bientôt le thème du prochain numéro afin que vous puissiez réagir. À très vite sur Public Sénat. Écoutez, j'ai trouvé l'émission très intéressante. Les 5 intervenants avaient des problématiques tout à fait différentes et intéressantes par rapport à différents parcours. Et j'ai trouvé que les réponses des sénateurs étaient tout à fait adaptées aux différents sujets abordés. J'ai trouvé le débat très intéressant avec différents exemples de femmes ou de parcours et aussi d'un futur papa peut-être. Du coup, assez intéressant d'avoir aussi un exemple d'un homme dans cette histoire-là.